Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Avant même d'utiliser la clé qu'on m'a remise, je sais que Foxy Bill Connor est chez lui. Depuis la rue, j'ai vu que sa salle de séjour est éclairée, et même brillamment illuminée vu la luminosité qui perce derrière les doubles rideaux. Quand je m'approche, j'entends que la sono donne à plein derrière la porte épaisse. Foxy a toujours aimé la musique qui chauffe, comme il dit. Moi, j'aime pas le boucan. La serrure est bien huilée. Mon passe fait aisément son office. J'aperçois Foxy debout dans le living. Il me tourne le dos. Il n'a pas entendu la porte s'ouvrir. Le shaker à la main, il est en train de se préparer un cocktail. Il pourrait déceler le mouvement de mon ombre dans le grand miroir qui couvre tout le mur sur le côté du bar. Même pas. Le silencieux de mon pistolet produit un léger pop-pop qui domine à peine le bruit de la musique. Ma première balle lui rompt la colonne vertébrale. La seconde pénètre dans la calotte crânienne au-dessus de la nuque et ravage le cerveau avant de ressortir entre les deux yeux. Chacune de ces balles à elle seule a suffi à le tuer, mais je suis un professionnel. Je ne prends pas de risques. Je tire encore une fois. Foxy Bill est mort sans faire de difficultés, sans même le remarquer. Franchement, je n'ai pas eu à me donner beaucoup de mal. Mais à l'instant où je me fais cette remarque, je perçois un cri étouffé. Du coin de l'œil, j'entrevois un mouvement à la droite extrême de la salle de séjour. L'instinct me pousse à agir, vite. Pivotant sur place, je tire aussi calmement que si je me trouvais dans un stand d'entraînement. 4 balles basses et bien centrées pour assurer au maximum le coup, afin de s'assurer que le cœur va s'arrêter de battre. Vous pourriez couvrir l'ensemble des 4 blessures d'une seule main. Essayez donc de renouveler cet exploit à toute vitesse et avec une lumière déficiente. Maintenant, vous savez ce que signifie le mot « professionnel ». Il fallait agir vite et faire mouche. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas pu m'arrêter en si bon chemin, même pas quand l'idée m'a traversé l'esprit que je devais la connaître. Je m'avance dans la pièce pour examiner ma victime de plus près. Hélas, je la connais, effectivement. Je viens de tuer Fran, la seule femme que j'ai jamais aimée. Le seul cœur qui ait jamais un peu battu pour moi. Que m'importe à présent que tout cela remonte à 5 ans et que nous ayons fini par nous haïr avant que je ne me décide à la quitter. Tandis qu'un kaléidoscope de souvenirs tourbillonne dans ma tête, je m'agenouille auprès d'elle. Elle porte au poignet le bracelet en diamant que je lui avais offert. Je le reconnais. Ce cadeau n'a plus aucune importance à présent. Pas plus que le fait qu'elle se soit trouvée ici en compagnie de Foxy Bill. Je n'en éprouve aucune jalousie. J'en suis d'ailleurs incapable. La seule chose qui m'importe, c'est qu'elle est étendue là, devant moi, morte, le visage tordu par le cri qu'elle n'a pas eu le temps de pousser. Sa main sur le tapis, paume ouverte, doigt en éventail, est aussi minuscule que la main d'un enfant.
À quoi bon éteindre la lumière ou faire taire la musique? Je ressors de l'appartement d'un pas qui titube un peu et je claque la porte derrière moi. J'ai l'impression de marcher dans un brouillard glacé. Je repars par l'ascenseur et je redescends les 3 étages. Une fois sorti de l'immeuble, je pars à pied en direction du centre-ville, en fonçant droit sur le nord. Quand je franchis le pont qui enjambe le fleuve, je tire le revolver de ma poche et je le lance dans l'eau le plus loin possible. Le fond étant constitué d'1,50 m de vase molle englué de mazout, personne ne pourra jamais le retrouver là. L'arme du crime a ainsi disparu définitivement. Je m'arrête à la cabine téléphonique plantée de l'autre côté du pont. On décroche à l'autre bout du fil. Une voix mâle me répond. L'ayant identifié, je peux dire « Votre cargaison a quitté la ville. » « Vous en êtes absolument certain ?» Ce à quoi je réplique « Je suis un professionnel. Si je vous le dis, c'est que j'en suis certain. » « Alors vous trouverez le reste de la somme dans votre boîte à lettres en rentrant chez vous. » De fait, le paquet m'attend à la réception de l'hôtel où j'habite. Je m'en saisis et l'emporte avec moi à l'étage. Je ne me donne même pas la peine de l'ouvrir, même une fois dans ma chambre. En revanche, je me débouche une bouteille de whisky. J'avale au goulot 2 grandes rasades sans la moindre sensation de brûlure. Quelque chose est mort en moi. Je ne ressens plus rien. J'éteins la lumière, mais au lieu de me coucher, je m'installe dans un fauteuil près de la fenêtre. Je reste ainsi quelques heures, prostré. Lorsqu'enfin une aube rougissante se met à colorer le port, je ne ressens toujours rien. Je ne ressentirai plus jamais rien. J'ai le sentiment d'être figé, comme dans un bloc de glace. Toute ma vie, je me suis senti glacé, enveloppé dans du froid, au point de devenir intérieurement de plus en plus froid, à peine humain. La seule personne, le seul être qui soit parvenu à me dégeler un peu, à me réchauffer, c'était Fran. À présent, elle ne me touchera plus. Moi-même, je ne pourrai plus jamais la toucher, ni même la revoir en imagination. Je ne vois plus qu'une chose quand je pense à elle. Ces 4 blessures et le sang qui en jaillit. Et c'est tout. Il n'y a plus que du froid en moi désormais. Quand j'étais petit, on m'appelait Tony les yeux bleus, seul héritage que m'ait laissé un père irlandais que je n'ai jamais connu. Par la suite, quand j'ai eu grandi, on a commencé à m'appeler Tony la gâchette. Ma mère était la cousine germaine de Black Pete Angel. C'est lui qui m'a fourni mon premier emploi à ma sortie de la maison de correction. Il m'a placé comme garde du corps d'un de ses vieux amis, patron d'un tripot. J'avais 18 ans. Lorsque j'en eus 20, je tuai un homme pour le compte de Pete. Il me paya $1000 pour ce travail. À 35 ans, je tuais Pete. Cette fois, je touchais $10 000. J'étais devenu un tueur à gages. Je tuais sur commande. Je n'ai jamais dérogé à un contrat et je n'ai jamais parlé. Vous seriez surpris d'apprendre combien de gens utilisent les services de types comme moi. Je pouvais mener la grande vie, je pouvais me payer tout ce qu'il y a de mieux dans l'existence. Seulement, j'ai toujours eu ce nœud de glace au fond de moi. Et maintenant que Fran a disparu, que j'ai constaté par moi-même qu'elle est morte et ne peut pas revenir à la vie, je sais qu'aucune chaleur ne me réchauffera plus jamais. Pas plus celle de l'alcool que le brûlant soleil des tropiques ou l'amour d'une autre femme. Plus rien ne pourra me réchauffer. Alors, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je prends ma voiture et je me rends au poste de police où je demande le lieutenant Ryan de la brigade criminelle. Je veux avoir affaire à un flic honnête, et lui, il a cette qualité.
À quoi bon tourner autour du pot? Tout de suite, je dis, bouclez-moi, Ryan, je viens de tuer Foxy Bill et sa poule. Appelez votre secrétaire et enregistrez ma déclaration. À quel jeu joue donc Tony? Vous le saurez dans quelques instants. Tueur à gages travaillant pour le syndicat du crime, Tony Brown s'aperçoit qu'au cours de l'exécution de son dernier contrat, il a non seulement tué celui qu'on lui avait désigné, Foxy Bill Connor, mais également Fran, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Désormais, glacé à tout jamais jusqu'au tréfonds de lui-même, il se présente au poste de police pour avouer son double crime. Le lieutenant Ryan, connu pour sa probité, reçoit sa confession. Ma déclaration produit un effet bœuf. Ryan ouvre des yeux grands comme des soucoupes. « Vous êtes piqué ou quoi ?» me demande-t-il. « Vous êtes devenu fou? Vous avez pris de la drogue ?» Il faut que je m'explique. J'entre dans le détail. Foxy était devenu trop gourmand. Il voulait tenir la dragée haute au syndicat. Je vais tout vous dire. J'ai touché 10 000 $ en espèces pour ce travail. Je l'ai abattu à 11 heures la nuit dernière avec un pistolet de 9 mm de fabrication étrangère. Une de mes balles lui a fait sauter la cervelle. Ça vous suffit ou il vous faut d'autres détails? Ryan me regarde d'un air furieux. « Mais qu'est-ce qu'il vous prend, mon vieux? Vous êtes devenu dingue? À quel jeu jouez-vous, Tony? » Et moi de lui répondre. « Vous pouvez pas comprendre. C'est à cause de ce froid que j'ai à l'intérieur. Je suppose que des types dans votre genre n'éprouvent jamais cette impression, hein? Moi, si. Je pourrais plus jamais me réchauffer si je ne me dénonce pas. Et encore, je suis pas sûr que ça suffise. » Et lui de me couper. « Mais ça va pas, non? Vous êtes devenu cinglé. » « Je vous dis que vous pouvez pas comprendre. » Allez, appelez votre gratte-papier et finissons-en. Il y a des années que vous essayez de m'épingler pour une fois que la chance vous sert sur un plateau. Laissez pas passer l'occasion. J'ai l'impression de rêver, de vivre un conte de fées, mais vous pensez bien, Tony, que je vais pas la rater, cette occasion. Je n'ai aucune raison de la laisser me glisser entre les doigts. Une chose pourtant, auparavant, je suis dans l'obligation de vous faire connaître vos droits. Mes droits? Mais de quoi me parlez-vous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, mes droits? Je suis un tueur et je veux passer aux aveux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Des droits, ceux de tout être humain? Mais j'en ai eu aucun depuis ma plus tendre enfance. Et vous le savez très bien. D'ailleurs, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Oui, Tony, je sais tout ça, mais la justice pense tout à fait différemment. Elle affirme que vous avez le droit d'obtenir l'assistance d'un avocat. Rien ne vous oblige à parler en dehors de sa présence. Mais puisque je vous dis que je vais passer aux aveux, j'ai pas besoin de l'assistance d'un avocat. Je dois pourtant vous en procurer un. Mais vous êtes une vraie tête de pioche, vous, puisque je vous dis que j'en veux pas. Désolé, Tony. Mais il faut que je vous en fournisse un. Le simple fait d'avouer ne constitue plus désormais une preuve de culpabilité, voyez. Supposons que vous veniez à vous rétracter par la suite. L'un ou l'autre des avocats du syndicat aurait beau jeu de faire passer sur le grill l'avocat général. Et je ne tiens pas à ce que pareille mésaventure se produise. C'est pour ça, avant toute chose, je vais convoquer votre avocat ici même afin qu'il soit présent lorsque vous passerez aux aveux. Ryan, écoutez-moi bien. J'ai pas besoin d'avocat. Je veux simplement en finir. Vous comprenez pas? La pièce est jouée, finie, terminée, on tire le rideau. Oui, d'accord. On va vous donner satisfaction, Tony. Mais je vais d'abord convoquer votre avocat officiel. Ça prendra pas longtemps. Mon avocat officiel, c'est-à-dire celui qui m'a déjà défendu en diverses occasions, est également et surtout celui du syndicat. Je parie ma chemise qu'après avoir entendu ce que Ryan a à lui dire, il va brûler tous les feux rouges et arriver en un temps record. L'attente commence. Elle ne peut pas durer longtemps.
Entre-temps, on se garde bien de me fouiller. Personne ne se risque même à m'effleurer du petit doigt. Ryan convoque également une dactylo et 2 policiers pour servir de témoins. On nous installe sur des chaises d'où nous nous observons mutuellement. Comme prévu, Simon, mon avocat, se présente un peu essoufflé d'avoir monté l'escalier 4 à 4. Il a évidemment une petite idée de ce que je peux déballer si je décide de me mettre à table. « Fermez votre gueule !» m'intime-t-il. « Je vais vous faire sortir d'ici ce soir même. J'ai déjà téléphoné au juge pour lui demander de fixer la caution. » « Je veux pas sortir, Simon. Je veux avouer. » Mon avocat se tourne vers Ryan. « Cet homme n'a pas sa tête à lui, ou bien il est drogué. 3 docteurs sont déjà prêts à l'affirmer sous la foi du serment, ou le seront dans la matinée. Maintenant, dites-moi, quelle charge exactement avez-vous relevée contre lui ?»« Une confession verbale ?» répond Ryan avec lassitude. « Vous savez qu'elle ne possède aucune valeur, lieutenant. Même une confession écrite n'aura aucune valeur quand j'aurai fait soumettre mon client à un examen médical approprié. Quelles autres charges avez-vous contre lui ?»« Pas la moindre, maître, pas la moindre. Où est le pistolet, Tony? Dans votre poche? » Non, je m'en suis débarrassé avant d'avoir pris la décision de me constituer prisonnier. Vous pourrez pas le récupérer, mais je peux vous donner une description détaillée des lieux et des circonstances du meurtre. Est-ce que c'est pas suffisant? Non! Réplique mon avocat. Tous les agents de police de permanence du commissariat connaissent ces éléments et peuvent vous les avoir communiqués. Ça n'est pas une preuve! Ryan se risque à faire une nouvelle tentative. Dites-moi, Tony, avez-vous laissé sur les lieux des empreintes digitales que nous pourrions relever? Non, lieutenant. Je suis un professionnel, ne l'oubliez pas. Je ne laisse pas d'empreinte. En revanche, j'ai gardé le pass qui m'a permis d'entrer dans l'appartement de Foxy. J'ai oublié de le jeter. Simon me coupe la parole. « On peut se procurer des passes n'importe où. Par elle-même, cette pièce ne prouve rien. En outre, les agents auraient fort bien pu le glisser dans votre poche avant votre entrée au poste. »« Vous savez bien que non, » proteste Ryan. « Peu importe, lieutenant, » réplique mon avocat. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez prouver. Si vous avez réellement relevé des charges contre mon client, voyons si vous pouvez donner la preuve de leur véracité. Autrement, il sortira d'ici avec moi. Là, j'interviens. Pas question. Mais mon cher Tony, me répond Simon, vous oubliez qu'en tant que votre avocat, moi, j'affirme que vous n'avez pas votre tête à vous et que vous avez besoin de soins médicaux. Et moi, je veux avouer. Vous faites bien partie de la police, vous autres, n'est-ce pas? Votre rôle est d'arrêter les assassins, vous en tenez un, car je suis un assassin, je l'avoue. Je vais avouer tous les meurtres dont je me suis rendu coupable. Ça vous suffit pas? Désormais, ça ne suffit plus, intervient Simon. À présent, suivez-moi, Denis. Nous sommes parfaitement libres de sortir d'ici. Pour ne rien vous cacher, certaines personnes désirent vous voir. Il a raison, Tony, me dit Ryan d'une voix lasse. Vous pouvez faire des aveux si vous insistez, mais ils ne suffiront pas pour que nous puissions vous mettre sous les verrous, à moins que vous ne puissiez nous donner une preuve, un témoignage irréfutable, ou encore... Tandis que je l'écoute, mon cerveau travaille à toute vitesse. Et soudain, jaillit l'inspiration. Je viens de remarquer que le policier qui se tient debout à la droite de ma chaise porte un calibre 38 glissé dans sa ceinture. Nul ne s'occupe vraiment de moi. Ryan est trop absorbé par le dégoût que lui inspire toute cette histoire, et pourtant lui, il devrait se méfier. Dans sa spécialité, il est lui-même un grand professionnel. Instantanément, je passe à l'action. Je subtilise son pistolet au policier et, sans lui laisser le temps d'intervenir, je place 4 balles dans la poitrine de mon avocat si rapidement qu'il n'en perd même pas son grand sourire. Puis je jette l'arme sur le bureau de Ryan. Cette fois, vous avez toutes les preuves qu'il vous faut, lieutenant. Le jury s'est retiré à présent et délibère depuis 4 heures. L'avocat de la défense prétend que tous ces braves gens sont susceptibles de me remettre en liberté. En effet, il est difficile de croire qu'un homme en pleine possession de ses facultés ait pu commettre un tel acte. Si le verdict me déclare non coupable pour cause d'aliénation mentale, je serai enfermé dans un asile. J'ai peur. J'ai terriblement
terriblement peur. Il fait froid dans les asiles. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.